matin sur France 3 Bretagne. Je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. Ce matin, on se pose cette question. Comment vont nos enfants dans ce contexte sanitaire inédit? Comme pour les adultes, cette épidémie pèse sur leur morale. Comment en parler avec eux? Comment les accompagner? Nos invités nous donneront les clés pour traverser sereinement cette période. Mais avant, on part retrouver notre cher Evan. Salut Evan, où nous emmènes-tu ce matin? Salut Anne Fantet, bonjour à tes invités et bonjour à vous à la maison. Alors ce matin, je vous propose de découvrir les coulisses de l'atelier Arbor Éthique. Ici, on fabrique des meubles de façon éthique, vous l'aurez deviné. Mais voilà, qu'à partir de produits sains, du produit brut, vous allez découvrir un peu l'envers du décor de cet atelier de menuiserie. C'est passionnant depuis qu'on est arrivé ce matin. J'ai les étoiles plein les yeux. Salut Sabrina. Bonjour Evan. Alors, est-ce qu'on va commencer déjà par présenter des exemples de meubles que vous fabriquez ici qui vont être livrés demain? Tu peux peut-être commencer le petit showroom. Et bien là, en fait, on a un petit ensemble table et chaises enfants qui va partir dans une crèche dans le sud de la France. C'est pas trop mignon, cette petite chaise-là? J'adore. Tout ça en bois massif. Et tout ça en bois massif. Et ici, on a un ensemble salle de bain qui va partir plutôt du côté de Dinan, pour le coup. Voilà, en châtaignier. Ça fait combien de temps que tu conçois et que tu fabriques des meubles? Alors moi, ça fait 13 ans que je suis à mon compte. Et il y a 2 ans, avec Emmanuel, on a réuni en fait nos 2 ateliers, Nature Meubles et Arbor Éthique, sur la commune de Mordel. Et voilà, le parti pris de départ, en fait, c'est de concevoir du mobilier éthiquement à partir de bois local. On part effectivement de la matière brute qu'on va choisir en ciré en fonction du projet. Et bien justement, elle est là, la matière brute. Tu peux continuer à nous en parler, mais au moins on la voit. C'est vraiment des morceaux d'arbre. Pour chaque projet, on va choisir en fait l'arbre qui va correspondre à la personne, à notre client. Et à partir de là, on va entamer toute une démarche et toutes les étapes de transformation qui vont nous permettre d'aboutir à des produits finis comme ceux-là. Et alors, ils viennent de quelle forêt et de quelle provenance, ces arbres? Alors nous, on travaille au maximum le circuit court, donc ça va être Bretagne, Picardie, Normandie essentiellement en fait. Voilà, sur du bois non traité, donc qui reste quelles français. Essences? Alors sur les essences, on peut travailler le châtaignier, l'érable, le hêtre, le frêne, le tilleul. Trop bien, on s'ennuie jamais. Voilà, alors, on va vous emmener maintenant dans l'atelier, parce que là, c'était un peu la zone de livraison. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les critères d'un meuble éthique? Alors en fait, pour nous, un meuble éthique, c'est un meuble qui va respecter la santé des gens. D'abord de nous en atelier quand on le fabrique, puis des clients qui vont le recevoir chez eux. Et c'est aussi un meuble en fait qui propose une vision en fait qu'on a de la société, dans le sens où en travaillant éthiquement la matière première, on donne un regard en fait et on transmet quelque chose de vraiment sain aux générations futures. Voilà. Ça, c'est des bonnes valeurs. On va s'approcher, on ne s'entend plus. Je regarde Hervé, l'ingénieur du son, c'est bon? Allez, on y va, on s'approche. Vous allez voir les premières étapes de la transformation du bois. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait cette machine? Donc là, en fait, Emmanuel travaille sur ce qu'on appelle une corroyeuse. Il est en train de transformer du bois. Les plots qu'on a vus tout à l'heure, en fait, ont été coupés en morceaux. Et maintenant, on passe ces morceaux dans la machine afin qu'ils deviennent tout lisses et qu'on puisse après fabriquer des planches. Ça évite d'avoir des échardes. Oui, voilà, par exemple. Bon bah ça marche, on peut arrêter la machine. Voilà, Anne Fantet, on te laisse avec le dossier du jour. Comme on dit ici, au boulot. Non, c'est pas du boulot, c'est du frêne. Bon bah ma blague est tombée complètement à l'eau. Allez, à toi. Allez, à tout à l'heure. Comme le disait Evan, on en vient à notre dossier du jour. Les plus jeunes d'entre nous, nos enfants, doivent également s'adapter à la crise sanitaire que nous traversons. Et vous allez le voir, elle n'est pas sans impact sur eux. Regardez. Je le trouve bizarre, Balthazar. Oui, il me dit qu'il a peur du Covid. La crise sanitaire n'est pas sans conséquence sur la santé mentale des enfants. 40% des parents ont observé des signes de détresse chez leurs enfants lors du premier confinement. Un quart des enfants ont exprimé la peur de la mort d'un proche, ont manifesté des troubles du sommeil, un manque d'appétit, une fatigue chronique ou des cauchemars. Autant de réactions qui peuvent perdurer encore aujourd'hui. On observe ainsi chez les ados une augmentation des idées suicidaires et même du nombre de passages à l'acte. Enfermement, chômage, angoisse, les difficultés des parents rejaillissent sur les enfants de manière inconsciente ou, hélas, de façon très concrète. Les violences intrafamiliales ont augmenté de près de 20%.
Enfin, la sédentarité fait aussi des dégâts chez les enfants. Elle favorise la dépression, l'anxiété, mais aussi le grignotage. Sans parler du temps passé devant les écrans, fortement déconseillé pour les plus petits. Bref, enfants par temps de Covid, attention fragile. Et on en discute avec nos invités. Monica Mégia, vous êtes psychologue clinicienne. Pierre Blot, vous êtes le directeur de la maison familiale et rurale. Et Margot Legal, vous êtes élève au lycée Cresquer. Vous nous parlerez de votre initiative Cut Cancer, où il est question de dons de cheveux. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a reçu énormément de questions à ce sujet, beaucoup de témoignages. Et on commence avec le témoignage de Virginie. Elle est mère de 2 enfants. Durant le premier confinement, on avait l'impression que tout allait bien, etc. Et du coup, je me suis quand même posé la question à savoir comment déceler un mal-être, une crainte, une peur chez nos enfants, malgré la différence d'âge. Comment aborder le sujet, quelles sont les choses à dire et à ne pas dire pour les faire parler. Merci Virginie pour votre question. Monica Méja, d'abord, comment on arrive à déceler le mal-être chez les enfants ? Alors, l'observation, elle va être très importante. Et vous connaissez bien vos enfants. Donc, déjà, vous savez à quel moment il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Votre enfant ne dort pas comme d'habitude, ou il change de comportement à table, ou il réagit différemment lorsque vous lui dites non, lorsqu'il y a une contrainte qui se présente. Donc, c'est important d'observer comment il réagissait avant, comment il réagit maintenant. Et peut-être si sur le long terme, ça s'installe. C'est là où on va commencer à se poser la question s'il y a quelque chose qui mériterait d'être évoqué avec l'enfant. Donc on peut lui dire, tiens, ces derniers temps, tu te fâches tout rouge, ou tu te fâches plus fort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te chagrine? Donc le laisser peut-être évoquer des choses, mais jamais il va vous dire c'est à cause du Covid, c'est à cause de la crise. Il ne va pas vous donner des réponses d'adulte. Et il va peut-être, par son comportement, vous laisser savoir qu'il y a quelque chose qui le tracasse. Donc, alors justement, Virginie posait aussi une autre question. C'est vrai que ce n'est pas facile de suivre l'actualité qui est mouvante sur cette question, même pour nous en tant que journalistes. Quelles sont les choses à dire ou à ne pas dire sur le Covid ? Sur le Covid, je pense que... il faut déjà partir du savoir de l'enfant pour être plus juste de ce qu'il est en mesure de comprendre. Donc déjà, avant, tu te poses des questions par rapport au Covid. Qu'est-ce que tu as entendu dire ? Tu vois les gens se laver les mains, tu vois les gens avec des masques. Oui, et donc les laisser parler. Donc pour qu'ils puissent vraiment exprimer des choses, il faut d'abord écouter. Écouter ce qu'ils expriment par rapport à l'école, par rapport aux camarades. Du coup, il faut vraiment être dans le dialogue, ça c'est important. Le dialogue, il va être essentiel, vraiment. Observation et dialogue, c'est 2 clés fondamentales. J'imagine que vous partagez un petit peu l'avis de Monica Mégia, Pierre Blot. Alors vous dirigez une maison familiale et rurale qui forme des apprentis essentiellement dans les métiers des services à la personne. Dans quel état d'esprit se trouvent vos apprentis aujourd'hui ? Alors, nos apprentis, on a la chance qu'ils sont connectés avec le terrain. Mais malgré tout, ils vivent dans la même société que nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une forme d'anxiété, notamment par rapport aux perspectives à court terme. Quand je dis perspectives à court terme, c'est déjà la fin d'année par rapport aux examens, et puis la rentrée scolaire prochaine. Et c'est vrai que, pour le coup, nous, encadrant, on a un peu de mal parfois à leur apporter des réponses. Donc c'est pas forcément toujours simple. Et je crois que c'est d'abord être à l'écoute, en effet. Et puis aussi essayer de les rassurer tant bien que mal, parce qu'il y a quand même aussi une certaine peur de la maladie. Derrière le mot maladie, on y met beaucoup de choses. Et malgré le fait que nous, c'est vrai qu'on a des plus âgés, ils sont entre 15 et 25 ans, mais c'est pas toujours évident non plus. Justement, on va poser la question à quelqu'un qui a entre 15 et 25 ans. Vous êtes la plus jeune sur ce plateau. Margot, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous êtes anxieuse ? Est-ce que vous avez peur de la maladie en tant que jeune ? Oui, on a un peu peur parce que le week-end ou les choses comme ça... on se retrouve un peu enfermé chez nous et on se demande qu'est-ce qui va se passer plus tard. Et même avoir le masque toute la journée en cours, c'est pas facile tous les jours. Après, faire des rencontres avec les autres gens, à la rentrée par exemple, ne pas voir la vraie tête des personnes en dessous de leur masque, c'est compliqué. C'est particulier. Oui. Alors c'est d'autant plus difficile... pour les personnes qui sont en apprentissage, parce que j'ai fait de l'apprentissage, je sais ce que c'est, on est souvent déterminés et finalement, le Covid bouscule tout.
Oui, il bouscule tout parce que concrètement, il y a la partie professionnelle où là, clairement, l'engagement, nous, c'est vrai que nos jeunes dans le service à la personne, ils sont clairement engagés, encore plus aujourd'hui, ils savent pourquoi ils font ces métiers-là, pourquoi ils se forment en tout cas ces métiers-là, mais on attaque derrière en fait le vivre ensemble. Donc le monde scolaire, et notamment nous en maison familiale, on travaille véritablement ce vivre ensemble. Voilà, on leur apprend à construire des relations humaines. Mais c'est complètement bousculé parce que c'est vrai c'est à travers la convivialité finalement que l'on apprend cela. Et aujourd'hui, eh bien, nous-mêmes, encore une fois, nos repères ont bougé et on leur remet des contraintes, comme l'a évoqué Margot, sur le port du masque notamment, qui changent quand même énormément voilà, les rapports aux autres. Et pourtant, ce sont quand même des règles sanitaires indispensables. Qu'ils respectent. Chez nous, en tout cas, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir des jeunes voilà, qui sont aussi, encore une fois, sur le terrain, donc qui les connaissent. On a la chance au sein de l'établissement d'avoir eu encore jusqu'à aujourd'hui 0 cas de Covid, donc on s'en félicite, mais c'est vraiment dû, je pense, aussi à cette partie liée à l'alternance. Et vous me disiez en préparant cette interview que c'était aussi difficile pour les parents également. Oui, tout à fait. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, en fait, les parents ont ce rôle de rassurer voilà, par le cadre qu'ils doivent donner. Et puis aujourd'hui, eux-mêmes, finalement, à travers, je dirais, leur vie peut-être professionnelle, ont perdu ses repères. Et le jeune qui, du coup, voilà, doit aussi avancer dans un cadre serein, ne le trouve plus forcément. Et il y a un peu tout qui se bouscule. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous, ce que l'on constate, ce sont des jeunes, on a un internat, qui rentrent plus souvent chez eux, qui sont plus souvent malades sur des choses un petit peu anodines et qui ont ce besoin de retourner en fait au sein du foyer. Et donc c'est un véritable impact aussi nous sur nos pratiques au quotidien. Alors justement, Monica Mégia, c'est important pour les parents d'accueillir en amont leurs émotions parce que pour accompagner les autres, il faut d'abord s'accompagner soi-même et ça c'est primordial, c'est ce que vous me disiez. Complètement, oui, complètement. C'est important que le parent se pose la question déjà dans quel état d'esprit il est et de quelle manière cette situation l'impacte. Et avant de faire face au comportement ou à la gestion des émotions de l'enfant, parce que l'enfant, il aura besoin, comme Pierre le disait, l'enfant, il aura besoin que son parent soit disponible physiquement et psychiquement pour le rassurer. Mais si le parent lui-même, il a perdu des repères, il n'a pas une routine, il n'a pas ses rituels habituels, lui-même, il va être en insécurité. Donc ça va être important pour lui déjà de se poser la question de quelle manière ça l'impacte. Alors je vous propose à présent d'écouter cette question de Gaëlle. Et moi, ma conclusion, c'est que ça a surtout créé des angoisses chez ma fille de 5 ans. Alors déjà, l'âge fait que les angoisses sont présentes, mais le confinement a clairement accentué les choses. Et elle n'a pas voulu retourner à l'école au mois de juin. L'école, la rentrée a été difficile au mois de septembre. Et puis, que ce soit pour les deux, le principal constat, c'est qu'ils sont très agrippés à nous, très peu de colle, et puis les questions aussi, où on est souvent démunis en termes de réponses pour nous parents, et c'est très très frustrant. Je crois que beaucoup de parents sont concernés par ces questions. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Gaëlle, Monica Mégia ? Je pense que les choix des mots, déjà, quand on va communiquer avec les enfants, j'entendais tout à l'heure parler de la maladie. Le Covid, c'est un virus. Et le fait de parler du virus plutôt que de la maladie, parce qu'il y a des personnes qui portent le virus mais qui ne sont pas malades. Il y a des personnes qui arrivent aussi à se remettre et qui ne décèdent pas. Donc l'enfant, il a besoin quand même de comprendre que c'est un virus, qu'on peut mettre en place des choses pour faire en sorte que ce virus ne le touche pas, donc le lavage des mains, le port de masque, le sens derrière tout ça. Mais à côté de ça, l'enfant a besoin d'entendre parler de façon précise des choses. Il y a effectivement pour certaines personnes un risque des décès ou des morts. Et utiliser les mots, c'est pas morbide, c'est vraiment quelque chose que l'enfant a besoin d'intégrer dans son vocabulaire. Entendre le parent dire cette situation me met en colère ou cette situation me stresse, c'est important. Il faut savoir exprimer ses émotions. Parce que l'enfant observe ce modèle et du coup, il se sent plus libre lui aussi de dire il y en a marre de ce Covid. C'est important qu'il puisse le dire. Ça décharge une tension, une pression et ça lui permet aussi de mieux faire face à la situation.
Peut-être faut-il en faire une chance, en fait, finalement, une force, voilà, et leur donner leur permettre de développer finalement des capacités en gestion d'émotions, voilà, même malgré l'âge. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on travaille très peu dans notre société, même à l'école. Oui, tout à fait, ouais. Et en plus de cela, l'émotion aujourd'hui est évolutive. Entre le 16 mars dernier et aujourd'hui, là, c'est vrai qu'on n'est plus du tout sur le même schéma. Bon, après, moi, c'est un public plutôt d'adolescents. Mais le premier confinement, il y avait la perspective, encore une fois, des vacances scolaires. Les beaux jours voilà, arrivaient. Donc, ça donnait envie d'y aller. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Et on a des jeunes qui se rendent compte, pour certains, qu'ils sont en train finalement peut-être de perdre une année de leur jeunesse. Et ça a un véritable impact, quoi. Donc, Et comment vous les accompagnez, vous, justement, dans cette période un peu troublée ? Alors nous, en fait, on a pour rôle de gérer, je dirais, un triangle bien connu au niveau des maisons familiales, triangle de relationnel, en fait, entre le maître d'apprentissage, les parents et puis le jeune. Le jeune étant au centre. Et donc nous, à Bollon, en fait, on a mis en place un système de tutorat. En fait, nous, les formateurs, ont un portefeuille de jeunes, en fait, et le jeune, en fait, peut accéder à n'importe quel moment, je dirais, à son tuteur pour échanger. Donc ça se fait sur du long terme, en fait, hein. Ils se connaissent, il y a une relation de confiance qui est installée. Et ça marche plutôt bien. Et ils sont aussi les tuteurs, du coup, je dirais, les partenaires privilégiés, du coup, des familles. Et Monica Méja, est-ce que c'est important d'identifier dans cette période troublée ce qui nous fait du bien ? Là où est-ce qu'on va aller chercher des ressources ? Complètement. C'est ça. C'est un exercice qui n'est pas simple parce que notre cerveau va toujours être sur l'aspect négatif, mais c'est aussi notre instinct de survie qui fait ça. Mais le fait aussi de repérer ce qui au quotidien fonctionne, les projets qui arrivent à se mettre en place, les petites choses du quotidien qui nous font plaisir. Si on se rappelle tous les jours, petit à petit de ça, on force notre cerveau à désumer de tout ce qui ne va pas pour justement s'orienter autrement. Mais bon, ça demande quand même d'une discipline pour le parent, du choix aussi des informations qu'il est prêt à tolérer, à faire entrer chez lui ou pas. Et donc ça aussi... Et il faut cultiver aussi sa connexion à l'instant présent. Je pense que c'est quelque chose dont on n'est pas habitué dans cette société. Oui, je pense que c'est en effet c'est le terme juste, l'instant présent. Il faut être capable d'apprécier les moments donc à l'école, parce que finalement pour les jeunes aujourd'hui, le principal finalement vecteur de relations humaines, ça a lieu à l'école. Alors, tout le monde n'aime pas l'école. Mais c'est les liens à l'extérieur. Mais aujourd'hui, aussi, voilà, les activités sportives, c'est plus possible. Voilà, les autres activités aussi, autres que sportives. Donc c'est vrai que il faut profiter de ces moments-là. Et puis, c'est vrai qu'on l'avait aussi évoqué lors de notre dernier échange. Je crois que les réseaux sociaux ont un rôle à jouer, parce que c'est vrai que ça permet de rester connectés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en font derrière ? Ils restent un peu en vase clos et il n'y a plus, ou moins en tout cas, cette zone de transition, de régulation lorsqu'ils se voient physiquement. Et moi, ce que je constate, et nous, ce qu'on constate en tout cas avec l'équipe, c'est que ça crée quelques difficultés relationnelles chez notre public d'ados, parce que des fois, ça va un peu trop loin, parce qu'ils vivent encore une fois en vase clos, c'est encore davantage renforcé. Attention aux écrans. Et c'est là où la communication avec les parents elle est essentielle aussi pour développer cet esprit critique aussi et voir ensemble en famille certaines informations qu'ils peuvent... Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à notre dossier du jour. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on garde espoir en soi, espoir pour ses proches. Ils ont besoin pour grandir. Nos jeunes sont motivés. Tout le monde est motivé en tout cas. Je vous propose maintenant d'aller rejoindre Evan qui s'est rendu à Mordel ce matin. Et oui, toujours dans l'atelier de Arborétique. J'espère qu'on vous a réveillé tout à l'heure avec la machine infernale. Ça faisait du bruit si vous étiez encore un peu dans le coltard ce matin. Là, au moins, vous ne l'êtes plus. Alors, Emmanuel, tu es co-gérant avec Sabrina, qu'on a vu tout à l'heure, d'Arborétique. C'était toi qui pilotais tout à l'heure la machine qui a poncé 4 faces. C'est ça. Notre bois, il est sorti. Voilà. Il est tout lisse. Voilà, donc là, il est à dimension au niveau de son épaisseur et de sa largeur. Et après, cette pièce-là, soit on va aller faire différents usinages de tenons, mortaises, différents assemblages. On peut aussi l'utiliser pour faire du panneau, c'est ce que l'on a là. Donc là, vous assemblez différents pour en faire un gros morceau. C'est ça. Donc là, on a fait ce qu'on appelle des peignes. Et on a nos différentes lames pour concevoir une grande largeur. Ah oui, alors je ne sais pas si Fabrice peut vous montrer. On essaye. Ici,
on voit le fameux peigne. C'est ça. Avec de la colle à bois. Tout à fait. Et ça évite de mettre des vis. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une petite question que tu vas pas forcément aimer. C'est quoi la différence entre vos meubles à vous et ceux qu'on peut acheter, par exemple, chez un géant du bois suédois? C'est assez simple. C'est-à-dire que nous, les bois, on sait d'où ils viennent. C'est-à-dire que déjà, c'est du bois local. Au plus loin, c'est Basse-Normandie, Picardie. Et on sait que ça a été coupé de manière éthique, c'est-à-dire, et puis en tenant compte des saisons aussi, pour éviter d'avoir des vers, des choses comme ça à l'intérieur. Et puis c'est pas aggloméré. Non, on est vraiment que sur du massif. Donc c'est 100% massif. Et après, ces bois-là, quand on va les présenter à nos clients, ils vont faire leur choix aussi en fonction des couleurs, en fonction de ce qui leur convient le mieux. Et on va vraiment les travailler en fonction de ce qu'ils souhaitent. Voilà. Parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de teintes différentes. Oui. On va aller voir Sabrina qui est au rayon cuisine. Merci beaucoup Emmanuel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sabrina, on est ici avec une belle cuisine prête à être livrée. Qui avant tout, c'est comme c'est un cuisiniste, vous faites le petit plan 3D. C'est ça, voilà. Dans la plupart des cas, on fait un plan ou un dessin ou un plan 3D en fait de la cuisine pour que le client puisse se projeter, finaliser les choix de plan de travail, etc., de poignées, de bois. Et Magie, elle arrive, elle est prête, elle est finie, quasiment, comme on voit là. Quasiment, on monte un maximum de choses en atelier, on arrive chez les gens et au bout d'1 à 2 journées suivant l'importance de la cuisine, en fait, tout est fonctionnel. Alors là, on a un petit ventilateur pour avoir les pastils, c'est le chauffage au bois aussi. Et alors, on n'a plus beaucoup de temps, on va avancer parce qu'on avait envie de vous montrer que tout est possible avec le bois massif. On peut aussi faire des couleurs et des couleurs qui sont naturelles. Tout à fait, donc on utilise des huiles à partir desquelles on va rajouter des pigments végétaux ou minéraux et on va pouvoir obtenir un certain nombre de teintes différentes en fonction des goûts. Et ça reste imperméable si je renverse ma carafe d'eau sur la cuisine, ça ne va pas tacher. Tout à fait, il y a des huiles spéciales, plan de travail ou salle de bain, et puis on met un certain nombre de couches avec un temps de séchage bien défini pour qu'effectivement ce soit hydrofuge. Bon super, on va continuer à découvrir un petit peu votre univers. Dans quelques instants, ce sera une séquence un peu régressive puisqu'on va passer dans l'univers des petites chaises, des petites tables, de tout l'aménagement pour les crèches notamment. Vous verrez que c'est hyper important de faire du mobilier durable. On en reparle d'ici quelques instants. À tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure Evan. C'est l'heure de notre volet emploi. Ce matin, on vous emmène découvrir un métier hors norme, un métier souterrain. Voici le portrait d'Imad, jeune opérateur tunnelier. Regardez. Ok, j'envoie les vérins. Je m'appelle Wari Imad, j'ai 20 ans et je suis pilote directeur. Mon métier consiste à poser les anneaux qui maintiennent le tunnel. Avec l'érecteur, on lève des pierres de 7 tonnes pour les placer. Au début, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais une fois qu'on est dedans, ça y est. Celui-là, il était serré derrière. Là-haut, je crois que là-haut, ils sont tous pas serrés. Alors, j'ai fait un bac professionnel microtechnique. Après, je me suis mis à la recherche d'emploi. J'ai vu une formation d'opérateur tunnelier. J'ai fait la formation, ça m'a plu. Donc, j'ai continué au début sur un contrat d'intérim. Et aujourd'hui, je suis embauché. C'est un environnement qui peut faire peur, parce qu'on est sous terre, par exemple, on ne sait pas ce qui se passe dehors. On va dire qu'on est coupé du monde un peu ici. Ça me dérange pas tant que ça. Juste on perd un peu la notion du temps, parce qu'on rentre, des fois il fait nuit, on ressort, il fait nuit aussi. Vas-y, serre. Le moindre faux geste, on peut faire de gros dégâts. Chaque semaine, on a un quart d'heure sécurité sur les risques, ce qui peut se passer, comment l'éviter. Moi, tout seul, je ne peux pas gérer tout. Donc, il faut obligatoirement une personne avec moi. Vas-y, Nelson. Serre celui-là pour voir. Ce qui me plaît déjà, c'est l'ambiance de l'équipe. Voilà, on a une bonne équipe, on a un bon travail. Donc déjà ça me plaît.
c'est une fierté un peu. Parce que justement, grâce à moi, ça va faciliter la vie de beaucoup de personnes. Dans quelques années, le métro qui prendra, ce sera un peu grâce à moi. C'était donc le métier d'opérateur tunnelier. On continue à en parler avec Chantal Guénec. Bonjour Chantal. Ah, nous avons un petit problème de liaison avec Chantal. On va la récupérer dans quelques minutes. Donc on nous parlait du métier d'opérateur tunnelier. Et on le sait, dans ce contexte sanitaire, il est important de prendre soin de soi. On vous propose ce matin, comme action solidaire, de devenir coiffeur bénévole en faveur des plus démunis. Regardez. Toi qui sais couper les cheveux, tu sais que tu peux devenir coiffeuse bénévole? Bonne idée, mais comment faire? Quand on manque de tout, se payer le coiffeur ou des soins esthétiques, c'est un luxe inaccessible. Alors, de nombreuses associations, des restos du cœur aux coiffeurs solidaires, en passant par l'Ordre de Malte, recherchent des coiffeurs ou esthéticiennes bénévoles. Car prendre soin de son apparence physique est une étape indispensable pour retrouver confiance en soi, s'épanouir socialement ou trouver du travail. Que cela se passe dans des locaux associatifs, des camions itinérants aménagés ou des foyers d'hébergement, tout est possible. Ce qui compte, c'est d'être bienveillant et à l'écoute. Artiste, 29 ans, coiffeur, coupe les cheveux et taille la barbe bénévolement de SDF depuis 1 an. Grâce à mon métier, je me suis aperçu que je pouvais venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin, qui se sentent mal dans leur peau, en leur proposant une coupe de cheveux et une barbe bien taillée. Voilà, pour moi, c'est une expérience humaine qui me tient vraiment à cœur. J'ai d'ailleurs un souvenir qui m'a vraiment marqué avec un homme que j'avais l'habitude de coiffer et qui m'a annoncé qu'il avait trouvé du travail en partie grâce à nos journées de solidarité. Il m'expliquait comme quoi ça lui avait redonné confiance en lui et que ça l'avait remotivé. Donc voilà, c'est que du bonheur. Donc si vous faites partie de mon métier et que vous voulez le faire mais que vous hésitez, foncez, vous allez vivre une expérience inoubliable. Vous aussi, devenez bénévole et redonnez de l'estime de soi aux plus démunis. Et on continue sur cette solidarité capillaire, si je peux m'exprimer ainsi. Et oui, nos cheveux que l'on coupe peuvent encore servir. Margot Le Gall, vous allez tout nous expliquer. Bonjour Margot. Alors, bonjour. Dans votre lycée Notre-Dame de Cresquer, qui est situé à Saint-Paul-des-Léons dans le Finistère, vous avez lancé la 2e édition de Cut Cancer. Quel est le principe de cette opération? Alors, le principe est simple, c'est récupérer un maximum de cheveux pour ensuite l'emmener à une des 2 associations en France. Donc, c'est Fake Hair Don't Care, qui fabriquent eux-mêmes des perruques sur mesure pour les personnes atteintes d'un cancer. Donc l'année dernière, ils ont créé l'opération. L'opération à partir... l'idée est venue en lisant un livre, La Tresse, de Laetitia Colombani. Que vous avez lu en classe? Oui. D'accord. Certaines personnes l'ont lu en classe. Ouais. Et au début, le but était de faire le projet avec seulement la classe de première ST2S de l'année dernière. Mais finalement, tout le lycée y a participé. Et on a réussi à récolter 10 kilos de cheveux en une journée. Donc cette année, on va essayer de récupérer encore plus de cheveux. Et les coiffeurs de l'extérieur peuvent aussi nous aider pour récupérer des cheveux eux-mêmes avec leurs clients et nous les ramener ensuite pour augmenter la quantité de cheveux. Et comment s'est passée cette première édition? Parce que j'imagine que ce n'est pas évident de donner ses cheveux quand même, non? Non, c'est pas évident. Au début, les élèves étaient un peu réticents. Ils disaient que c'était beaucoup, 10 cm, puisque c'est 10 cm minimum qu'il faut couper. Mais finalement, ils se sont vite rendus compte que c'était pas grand-chose, 10 cm. Après, c'était aussi pour une bonne cause. Les cheveux, ça repousse et ils en ont besoin, les personnes, pour créer des perruques. Et avant de commencer ce projet, vous vous étiez déjà intéressé à ces questions de maladies, de cancer Oui, on en parle en cours dans notre filière sanitaire et sociale. On en parle en bio surtout, sur les cancers et les risques qu'il peut avoir d'avoir ces maladies. Et qu'est-ce que ça vous fait de participer à un tel projet? On est heureux parce que c'est un but, c'est une maladie que tout le monde peut avoir. Ça peut toucher tout le monde et on est heureux que ça puisse satisfaire d'autres personnes. Et vous avez déjà rencontré cette association qui recycle les cheveux en perruque? Non.
Est-ce que vous avez déjà vu les cheveux? Oui, on a vu, ils ont un compte Instagram où on voit les fabrications de perruques. Donne, en fait. Oui, on voit ce que ça donne, ils font sur mesure. Et c'est des dons que font les personnes, ça leur revient à 3 fois moins cher que de les acheter. Que de les acheter avec des cheveux synthétiques. Et en fait, même chez notre coiffeur, on peut donner nos cheveux? Oui. Il suffit que notre coiffeur soit au courant de ce qui se passe, voilà. c'est ça? On a mis plusieurs coiffeurs au courant dans le Finistère, on les a mis en collaboration un peu avec nous. Je crois que vous avez contacté 250, c'est ça, coiffeurs? Dans environ toute la Bretagne à peu près. Et ils sont surpris quand vous venez les voir pour leur parler de ça? Ils ne pensaient pas qu'on pourrait faire ça nous-mêmes d'un but comme ça. Alors la 2e édition se déroule en mai, j'imagine que vous êtes dans les préparatifs là? Oui, on est passé dans les classes au lycée pour leur tenir informés du projet qui a été mis en place. Et on est au niveau des inscriptions, faire tout le planning avec les coiffeurs et tout ça. Merci Margot Le Gall d'avoir été avec nous et on remercie aussi Maï Kienek, votre professeur qui vous accompagne dans votre classe sur cette démarche. On ne la voit pas et puis une copine aussi qui est en coulisses. On vous souhaite une belle 2e édition. Merci. Et bien sûr on suivra vos aventures sur Instagram. Et je crois qu'on a retrouvé Chantal Guénet qui nous parlait tout à l'heure du métier d'opérateur tunnelier. Chantal. Oui, bonjour Enfaté, bonjour tout le monde. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est un métier très spécifique. C'est un métier où on est avec une grosse machine qui s'appelle un tunnelier et on creuse sous terre. Voilà, et le principe, c'est de mettre de l'étanchéité, pour créer en général des métros, ou des souterrains. Faut-il un diplôme particulier pour exercer le métier, Chantal ? Pas forcément, on peut avoir un CAP maintenance voirie, mais comme on a vu avec IMAD, on peut arriver avec un BEP électronique, sachant qu'il y a une formation interne, comme c'est tellement spécifique, il y a des formations internes de proposer. Et quelles sont les opportunités d'emploi dans le secteur ? Alors, en opportunité d'emploi, c'est vrai qu'il y a eu sur Rennes, avec la 2e ligne de métro, des opportunités. Là, comme on est en phase d'achèvement, c'est un peu moins. Mais si on a une mobilité nationale, il peut y avoir des bonnes opportunités d'emploi dans des grandes entreprises. Et quels sont les salaires dans la profession ? Alors, les salaires, la fourchette est plutôt assez supérieure. On arrive à 17 000. Le salaire médian est à 22 500. Et un dernier conseil pour ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie, Chantal ? Alors, pour ceux qui souhaitent s'engager dans la voie du bâtiment ou du travaux publics, nous organisons tous les pôles emploi bretons la semaine de l'emploi du 8 au 12 mars. Voilà. Et donc là, vous pouvez déjà vous rapprocher de vos conseillers ou même de passer dans une agence pour vous renseigner. Voilà, il y a énormément de besoins de main-d'œuvre. C'est noté, Chantal. Merci beaucoup pour toutes vos infos. À bientôt, Chantal. Allez, je vous propose de repartir direction Mordel, où nous attend Evan. Et oui, nous avec Sabrina, ça y est, on est dans notre séquence petite enfance. Sabrina, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le déclic pour fabriquer des meubles destinés aux crèches et aux petits ? En fait, c'est tout simplement des professionnels de la petite enfance qui sont venus me voir comme je faisais des meubles en bois. Par rapport à des problématiques qu'ils rencontraient au quotidien et dans lesquelles ils ne trouvaient pas forcément de réponse, on va dire, sur les objets disponibles sur le marché, quoi. Et puis souvent, ces crèches, les crèches nouvelles, c'est vrai qu'elles sont construites dans des normes à haute qualité environnementale. On voit le label HQE, mais ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas forcément hyper écolo. Oui, tout à fait. En fait, on fait très attention à l'écologie, mais pas sur tous les aspects. Et c'est vrai que le mobilier, c'est quand même quelque chose... surtout dans les crèches où les enfants sont en contact constant pendant plusieurs heures. Ils vont faire leurs activités dessus, ils vont manger, ils vont se tenir, ils vont mordre. Donc c'est vrai que c'était intéressant d'avoir un produit écologique. Donc il n'y a pas de solvant, pas de vernis, mais par contre ça résiste à tous les risques des enfants, les feutres, tout ça. Quoi. C'est ça. Alors c'est un vernis hydro. Nous, en fait, dans l'état d'esprit, on est là pour transmettre un objet qui va durer. Donc l'idée, c'est d'accompagner les crèches justement à prendre soin de leur mobilier et à voir, y compris avec les enfants, comment on peut constamment le remettre à jour et pas avoir à changer au bout de quelques années, quoi. Bon, alors justement, on va aller voir maintenant Emmanuel, parce que comme vous avez pu le constater, ces chaises, elles soutiennent un enfant, mais aussi un grand. Donc comment est-ce possible ? Emmanuel, tu vas nous montrer, puisque tu es aussi le co-gérant d'Arborétique, je le rappelle,
tout système de fixation, il est quasiment sans vis. Voilà, c'est dingue. C'est de l'assemblage traditionnel en fait dans le métier, c'est de l'assemblage tenon-mortaise. Donc tout est assemblé de cette manière-là, avec de la colle, donc de la colle blanche, donc qui n'émet pas de formaldéhyde. Voilà, et après là on a un sous-ensemble par exemple de chaises, où là on a un tenon qui est encore plus renforcé, parce qu'on sait très bien que si c'est les adultes qui s'assoient dessus, ils vont danser un petit peu sur le pied arrière. Ces adultes qui s'assoient sur le mobilier des enfants, c'est insupportable. Donc voilà, on a quelque chose qui est très, très costaud. Et alors, vous avez, depuis le temps, c'est bien, vous êtes tous les deux avec moi, vous avez aussi créé tout un catalogue avec pas mal de modèles différents. Il y a de la couleur, et puis vous faites aussi des jeux d'extérieur. C'est ça. En fait, à partir du moment où on a commencé à travailler pour la petite enfance, il y a un certain nombre de règles à respecter et de normes. Et donc, en fait, sur les aires de jeu, par exemple, en extérieur, c'est quasiment les mêmes. Donc, on se fait accompagner par un organisme de certification et on conçoit, comme on conçoit tous nos meubles, en fait, sur mesure, en fonction du projet, de la crèche, de la commune ou des gens. Voilà. On va rapidement aller voir aussi tes petites créations. Merci Emmanuel, à tout à l'heure. Puisque tu es aussi une artiste avec de superbes photos sur bois. Explique-nous rapidement. Alors en fait, l'idée, je travaillais la photo avant d'être ébéniste, et l'idée c'est de croiser la matière et l'image et de recréer une interprétation différente à partir de ça. Et du coup, l'idée c'est vraiment que la matière puisse créer un mouvement, une lumière ou une texture en fait, et que ça rende la photo unique. Donc on te retrouve dans des boutiques de créateurs à Rennes, aussi sur le marché de Noël. Et puis pour finir, merci Sabrina, on a plein de choses à vous dire et c'est bientôt la fin de l'émission. Pour finir, on voulait aussi faire un petit clin d'œil à l'apprentissage, puisqu'ici on a Lilio qui est en... Il a quel âge Lilio ? Lilio a 16 ans. On aurait pu te demander, mais depuis quelques jours. Il est concentré. Et alors, c'est quoi son histoire ? Comment est-ce qu'à 16 ans, il s'est retrouvé chez vous ? Eh bien, en fait, la première rencontre avec Lilio, c'était lors d'un stage de 3e, donc les stages de 4 jours. Là. Donc, l'année dernière. Donc, on l'a accueilli pour ce stage. Il avait déjà sa petite idée sur le métier. Et ça a renforcé son idée. Donc là, il s'est embarqué dans un apprentissage de 2 ans. Donc, Il a trouvé sa voie grâce au stage de 3e. Tout à fait, exactement. Ça, c'est la classe. Et apparemment, ça se passe plutôt pas mal. Et il a l'air d'être tombé plutôt dans une bonne maison. Je sais pas, là, c'est lui qui pourrait vous le dire. C'est dans une bonne maison. Ah, il a dit oui, c'est top. En tout cas, si vous voulez contacter les équipes d'Arborétique, que ce soit pour une crèche ou pour faire votre cuisine ou pour faire ce que vous voulez, n'hésitez pas, vous les cherchez sur Internet. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte en Bretagne. Bonne journée. Merci Evan, à bientôt. Et puisqu'on parle d'apprentissage, je crois que les maisons familiales et rurales de Bretagne sont ouvertes. Tout à fait, donc on accueille sur rendez-vous, bien entendu avec le Covid encore une fois, donc le 30 janvier et 13 mars prochain, donc les familles qui sont intéressées pour découvrir nos formations et plus spécifiquement à Beaulon, du coup au niveau du CFA, donc on propose le Bac Pro SAPAT, donc service aux personnes et au territoire, le CAP Petite Enfance et le BTS Économie sociale et familiale. Et pour ceux qui souhaitent être accompagnés en ces temps troublés de Covid à la parentalité, rendez-vous c'est ça sur laviedesparents.fr. Oui, tout à fait. Super. Merci à tous nos invités. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà fini. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Très belle journée sur France 3.